Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. On débute avec le Fear and Greed Index, toujours à 13 dans l'extrême peur, le Social Index, toujours bloqué à fond sur Up, et le market order flow en recherche de fort achat avec des murs de quelques millions sur Binance et Coinbase. N'oublie pas de commenter les apps crypto si tu veux avoir la chance de gagner un NFT de la chaîne. Les tirages au sort ont lieu du mardi au dimanche à 21h30 sur Twitch. Je vous souhaite une bonne vidéo, c'était Zap Crypto. Alors en vue semaine, attention, petit warning quand même, petit warning. Vous le voyez, le Bitcoin est quand même sur un range depuis pas mal de temps. En vue semaine, vous le voyez, ce rectangle rose. Et là, en fait, on voit qu'en vue semaine, en fait, on est juste pile en bas. Pile poil en bas. Donc ça signifie que là, il faut absolument pas le breaker. Parce que si on le break, effectivement, c'est-à-dire dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi à 2h du mat, si on break le bas du range, on pourrait aller chuter pour aller chercher des points bien plus bas. Donc le bas du range qu'il va falloir garder à tout prix, 29 300 $. En fait, c'est le même scénario que la semaine dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine dernière, je vous avais mis des alertes parce qu'on était en train de tenter la cassure du range par le bas avec cette énorme mèche. Et je vous avais dit qu'il fallait absolument clôturer dans le range. Et au final, on avait clôturé ici. On avait clôturé dans le range. Même si on avait grave peur ici avec cette mèche. Mais on avait réussi à clôturer dans le range la semaine dernière. Sauf que là, vous le voyez, là, on est en bas du range. On est en bas du range. Si on break le range par le bas, ce sera un signal de vente pour aller chercher les supports suivants. Support ici, 26 500 $. Support, 23 849 $. Et support ici, 19 580 en vue semaine. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut absolument pas break le bas du range, parce que si on break le bas du range, ça sentira vraiment pas bon. Alors, moi, il y a un truc aussi, on va les compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On aura eu 8 semaines consécutives de crash sur le Bitcoin. C'est quand même un truc de ouf. Je ne sais même pas si c'est déjà arrivé dans le passé, mais 8 semaines de crash consécutives, sans la moindre bougie verte. C'est juste un truc de ouf. Mais ouais, par contre, un truc que j'ajouterais, c'est que les whales pourraient vouloir tenter d'utiliser la faible liquidité qu'on voit souvent durant les week-ends. Donc ouais, cette chute ici, eh bien peut-être que ce n'était pas le seul mouvement que les whales manigançaient. Donc il faut qu'on soit sur le qui-vive concernant tout ça, parce que si les whales comptaient essayer de nous avoir, en gros, elles le feront certainement durant ce week-end, lorsque la liquidité est faible, le volume est faible lui aussi, et c'est là qu'elles ont le plus gros potentiel pour affecter les marchés de manière plus importante que ce n'est le cas en fait simplement durant un jour de la semaine. Quand on regarde en vue même semaine, on voit que ce range que l'on voit ici en vue semaine pourrait être on pourrait potentiellement être sur le bottom, donc à ne pas négliger. Pour le moment, la cassure du milieu de canal descendant pour aller chercher le bas de canal descendant n'est pas on n'a pas retracé, on n'est pas en train de retracer le bull run de 2020 pour le moment, on est plutôt en train de tenir, et c'est pas la catastrophe ADA, on est peut-être sur le bottom quand même. La question peut se poser, donc les recharges également sur les altcoins pourraient, l'opportunité de recharge sur les alt pourrait être également intéressant, à envisager. Même si pour le moment, on n'a pas réellement de signaux très bullish, mais c'est à surveiller. On regarde, j'ai tracé des canaux assez classiques et effectués sur les points bas et ensuite relier deux points hauts. Bon, après, qu'on soit d'accord, le chartisme a beaucoup de limites. La problématique des chartistes, c'est que, du chartisme d'ordre général, c'est que, c'est le même principe un peu avec l'héliotisme, c'est qu'on voit ce que l'on veut voir. La complexité, elle essaie de trouver quelque chose qui a du sens, et pour trouver du sens, le chartisme en lui-même, pour moi, et ça c'est ma vision uniquement la mienne, n'est pas suffisante. Il faut corréler avec plein d'autres choses, c'est pour ça que je vous ai présenté les autres théories avant, qui reprennent la notion de volume, qui reprennent la notion aussi de week-off, donc de manipulation que je vous présente régulièrement avec la réaccumulation, et derrière, prendre en même temps les ratios de Fibonacci, et là, on va cette fois-ci utiliser les canaux pour essayer de se projeter un petit peu la fin du canal. Je l'ai noté, alors, je vais pas noté au jour près, mais bon, néanmoins, c'est plus ou moins la fin le prochain halving qui arrive. Halving qui est très attendu, qui est une diminution du nombre de rewards en BTC pour les mineurs, donc ça veut dire que les mineurs touchent à chaque création de bloc moins de Bitcoin. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'ils touchent moins de rewards.
Donc pour toucher moins de reward, ça sous-entend aussi que si on veut avoir un cumul de prix classique et une continuité d'intérêt à avoir des mineurs, qu'on va avoir un prix qui va pousser vers le haut et qui va augmenter. Ce qui est normal étant donné qu'on a une limite fixe effectuée au nombre de bitcoins et que forcément on va avoir une diminution de la création de bitcoin qui va être crescendo et donc derrière on va avoir un prix qui va augmenter étant donné qu'on va avoir une notion de rareté qui va être rentrée. Et ça c'est très important et du coup cette notion de canal je trouve est intéressante dans cette schématique là et qui est valable et uniquement valable si jamais on ne casse pas ce point bas. Alors certains vont me dire oui, bah à ce moment tu redescends, tu refais, machin. Oui, mais à ce moment-là, l'hypothèse que l'on définit ici n'aura plus de sens. Ensuite, du côté des graphiques, on commence directement avec ta analyse qui nous montre un graphique très intéressant avec un indicateur que je ne connaissais pas, ça s'appelle le 2 Weekly Woody's CCI. Alors, j'ai pas compris exactement à quoi ça correspondait. On a affaire en fait à un indicateur qui nous met une ligne ici, donc vers les 164 au niveau de son indication. Et en fait, quand on revient tester cette zone avec les coupes qu'on a ici, eh ben, souvent, en fait, on est sur un début de bull run, une fin de bear market. Et ça a très bien marché dans le passé. Encore une fois, faites attention, c'est pas parce que les indicateurs reflètent une certaine indication au niveau du passé que ça va se refléter dans le futur. Mais c'est vrai que c'est intéressant quand même à regarder. Et vous pouvez voir que la dernière fois qu'on l'a passé, c'était du coup en 2015, juste là, et on était vraiment sur un point de marché. C'était le cas ici en 2018, vous voyez, on allait bien loin, bien profond, et on était revenu aussi sur le point de marché juste là, au niveau du bear market. Ça a été failli le cas encore une fois ici, et là aussi c'était pas un point de marché, mais on n'était pas loin, et finalement ça n'a pas été le cas, voyons, ça a été juste avant. Et là par contre ça a été le cas pour le Corona. Pour le Corona, ça a bien été le cas, et effectivement c'était bien un point bas de marché. Ce qui est intéressant, c'est que du coup cet été, on a eu la tâche, mais elle s'arrêtait au milieu, vous voyez, on n'est pas du tout allé assez loin. Là c'était le même cas durant début 2022, et là par contre, vous voyez, actuellement on allait très loin, très profond, et là pour l'instant du coup on valide le signal là qu'on a eu 3 fois dans le passé pour l'instant depuis 2015. Donc c'est plutôt bon signe encore une fois, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça fait 3-4 mois qu'on voit ces indicateurs à fond là nous dire on est vraiment sur un point de marché, et plus on descend, plus on est sur des points de marché, mais c'est vrai en fait parce que ce qui est difficile c'est de prendre du recul et prendre la time frame, la bonne time frame. C'est-à-dire que là à court terme, en daily, en weekly, sur plusieurs jours, plusieurs semaines, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que ça va monter, ça va descendre? Ces indicateurs, ils ne vont pas du tout pouvoir le prévoir. Mais en tout cas, ce que ces indicateurs disent, c'est qu'on est sur un point de marché à long terme, donc sur minimum 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans d'investissement. En fait, si vous êtes en mode investissement, là, on est vraiment sur des points intéressants, quoi. On est vraiment sur des points intéressants, et c'est un peu, par exemple, proportionnel à ce qu'on a eu en 2018 ici, où toute cette phase, c'était long, ça a duré peut-être quasi 1 an comme ça, mais toutes les phases ici, là, où on pouvait acheter tout le long, c'est vraiment des phases très, très intéressantes à long terme. Et du coup, un jour ou l'autre, forcément, on y sortira. Mais c'est vrai que si vous voulez commencer un DCA à partir d'aujourd'hui, ou même l'accentuer à partir de ce moment-là, je trouve que ça peut être une très bonne idée. Ethereum, on voit qu'on est toujours dans la baisse, toujours en tendance baissière. On voit qu'on touche ce support que l'on a ici et que pour le moment, tant qu'on reste au-dessus des 1735$, j'ai envie de dire, on n'a pas retracé le bull run de 2020. De 2021, fin 2020, début 2021. On va dans un premier temps checker la Bitcoin dominance, vous savez c'est un indicateur que j'apprécie particulièrement. On a marqué du coup un dernier creux ici, un creux plus haut que le précédent ici, et juste cette information elle est relativement importante. Donc, comme vous voyez, on a du coup la petite moyenne mobile ici, et ça fait un moment qu'elle avait été respectée en weekly, donc ce qui est un signal fort, donc on l'a cassé ici, et c'est un signal relativement fort dans le sens où ça indique que le BTC risque de reprendre de la force dans les prochaines semaines. Donc c'est quelque chose qu'on surveillait depuis un moment, donc pour ceux qui suivent les vidéos régulièrement, vous n'êtes pas normalement surpris. Le fait que la Bitcoin dominance remonte indique quelque chose qui est relativement important sur les marchés, à savoir le fait qu'on tourne progressivement vers le mode risk-off. Donc on est déjà pas mal dans un mode risk-off, on a l'indice du dollar qui est plutôt strong, et bref, c'est d'autres indicateurs qui indiquent qu'on passe progressivement en mode risk-off. Le mode risk-off à l'échelle des crypto-monnaies, comme c'est un marché un peu particulier, il se traduit généralement par le fait que les profits qui ont été, on va dire, pris sur les alts se déplacent désormais vers des cryptos plus fortes, donc telles que Bitcoin ou encore Ethereum. C'est vraiment les deux référentes dans cet écosystème, c'est vraiment les deux références, on va dire. Et du coup, c'est tout simplement symptomatique, le fait que la Bitcoin dominance remonte, c'est symptomatique de la fin de ce cycle, de la fin de cette all season, à mon sens.
Pour ceux qui suivent encore une fois régulièrement les vidéos, vous n'êtes pas surpris de ça, et j'espère que vous avez pris du coup vos précautions à ce niveau. Et la total market cap 1, c'est la capitalisation totale de l'ensemble des cryptos. Donc là, sur le graphon hebdomadaire, on est de nouveau dans une semaine rouge. Ça nous en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines consécutives qui sont rouges. Et on approche le niveau support que j'ai défini dans la précédente vidéo, 1130 milliards de dollars. Et on est aujourd'hui à 1245 milliards de dollars. Donc, comme je vous l'ai présenté la dernière fois, pour moi, si ce niveau vient lâcher, on ira chercher le support juste en dessous, 830 milliards de dollars. Au niveau du RSI, on approche la zone des 30, donc la zone déterminante qui en général provoque un rebond à la hausse. Donc là on est presque en survente sur les cryptos actuellement. Donc c'est compliqué aujourd'hui de donner une direction sur le marché, mais potentiellement moi j'attends quand même un rebond temporaire au moins sur les 2-3 prochaines semaines. Ce qui ferait sens, de toute façon, on a une grosse correction depuis cette semaine, donc ce serait logique de taper ce support et de repartir légèrement à la hausse, 15, 20, 30% pourquoi pas. Par exemple au-dessus de la bougie de la semaine dernière, à peu près vers 1600 milliards de dollars. Alors, une flat, est-ce que c'est bon signe ou non? Non, une flat, c'est pas bon signe. Une flat, c'est une correction, mais c'est une correction extrêmement bullish. Donc, théoriquement, après une flat, on a un gros mouvement haussier qui s'ensuit. Voilà. Donc, je dis bien potentiellement, on est sûr de rien, mais voilà, il y a toujours la possibilité qu'on soit dans une flat. Quoi qu'il en soit, comme je vous ai dit les jours précédents, pour avoir une correction plus importante, il nous faudra un changement de tendance, c'est-à-dire changer la tendance haussière, donc les hauts toujours plus haut et les bas toujours plus haut, en allant faire des bas plus bas et des hauts plus hauts. Donc il faudra casser ce bas là et également faire un haut plus bas que celui-là. Donc quelque chose comme ça. Vous voyez, donc soit on casse pas lui, on fait un haut plus bas et ensuite on va casser lui, ou on casse d'abord lui et ensuite on fait ce mouvement et on a un haut plus bas. Bref, il nous faudra un bas plus bas et un haut plus bas pour changer la tendance et espérer avoir une correction bien plus importante et donc, du coup, avoir le champ libre sur les marchés traditionnels et les cryptos, au moins à moyen terme, pour espérer un gros rebond. Et si la correction devait se prolonger, pourquoi pas trouver finalement un bottom. Quoi qu'il en soit, on n'en est pas encore là, on continuera à surveiller ça attentivement. Alors on est sur une charte qui nous explique les sorties d'argent du S&P et donc du coup sur tout ce qui est voilà S&P 500. Qu'est-ce que le S&P? Vous le savez, ce sont les 500 plus grosses capitalisations américaines, donc les 500 plus grosses entreprises, un petit peu comme le CAC 40 chez nous qui est les 40 plus grosses entreprises ici. Voilà, vous voyez que c'est le S&P, donc les 500 plus grosses. Tout le monde veut sortir des US stocks ici et vous voyez que on atteint ici des niveaux moins 90 milliards de dollars en un mois qui sont sortis du marché là on atteint des niveaux bien entendu qui relèvent non pas de l'ATH mais tout simplement des niveaux qui sont complètement dingues. Si on fonctionne ici en valeur, vous comprendrez qu'il y a énormément d'argent qui était rentré sur ce marché, donc c'est normal qu'il y en ait énormément qui sortent. Ici vous le voyez par rapport aux années 70 etc. Vous comprenez ici que tout ça bien sûr est proportionnel, c'est-à-dire qu'on avait eu des investissements qui étaient vraiment massifs et donc c'est normal qu'on ait des grosses sorties. Tout ça n'est pas en pourcentage, mais quand même ici on touche à des niveaux vraiment herculéens, on va dire, en termes de sortie du marché. Ensuite, on a l'action MicroStrategy qui a bondi de 10%, alors que son PDG Michael Saylor a déclaré dans une interview que le Bitcoin ira au-dessus des millions de dollars et qu'il estimait que Bitcoin était la monnaie du futur. Et finalement, on a Bill Gates qui déclare ne pas posséder de crypto car il estime que ce secteur ne produit pas de valeur. Ensuite, au niveau de Lian, il nous a mis un petit récap de ce qui se passait au niveau de Bitcoin, au niveau des phrases qu'on peut entendre. 2013, le Bitcoin est un scam. 2015, c'était la blockchain qui est un scam. En 2016, c'était la crypto et un scam. 2017, c'était les tokens. 2018, c'était les NFT. NFT, je mettrais plutôt 2021 que 2018, mais bon, ça marchait aussi. 2019, c'était à DeFi, et ça, je l'aurais plutôt mis 2020, je pense. Les IDO sont un scam. Ensuite, ça, c'était 2020, et 2021, le Web 3.0 est un scam. Et 2022, du coup, qu'est-ce que ça va être? Et c'est vrai qu'à chaque fois, on entend des trucs, ouais, c'est un scam, ça scam, ça scam. Et au final, en fait, à chaque fois, on remarque en fait, qu'il y a une bulle, si vous voulez, une petite bulle au début, pour tout, hein, pour voilà, Bitcoin a eu une bulle en 2013, en 2014, on a eu une bulle aussi, alors pas de la blockchain, mais tout ce qui est token en 2017 aussi, les NFT, la DeFi, voilà, il y a une bulle à chaque fois.
Mais en fait, à chaque fois, si vous voulez, c'est un secteur qui émerge et qui du coup doit buller, il doit gonfler, c'est obligé. Et puis quand ça éclate, après, hop, ça redescend. Et puis après, c'est là, à long terme, en fait, ça va se construire. Et on l'a très bien vu, par exemple, avec les tokens. En 2017, c'était n'importe quoi. Pour ceux qui étaient là, avec les ICO, les tokens, c'était vraiment, vraiment, vraiment n'importe quoi. Il y en avait dans tous les sens. Vous pouvez faire n'importe quel ICO, c'était sûr de gagner quasi. Et au minimum, c'était un x100 par ICO. J'exagère pas, c'était vraiment ouf. Et en fait, après, ça a complètement du coup chuté. Zéro ICO durant 2018, 2019. Il y en a eu très, très peu. Et après, du coup, c'est revenu 2021, 2022 beaucoup plus correctement. Il y a eu encore quelques dérives. Mais en tout cas, c'était beaucoup plus correct, legit que ce qu'on a eu en 2017 où c'était vraiment le Far West. Le deuxième conseil, il est très très important à garder en tête, toujours vous déconnecter des plateformes de trading, de staking ou encore des wallets, tout simplement parce que si vous restez connecté, vous prenez un risque qu'une personne puisse prendre main sur votre ordinateur ou votre téléphone et puis accéder du coup très facilement à vos crypto-monnaies. Et bien sûr, ça coule de source, évitez au maximum de vous connecter à votre wallet depuis un ordinateur qui n'est pas le vôtre, comme par exemple au travail ou à l'école. Privilégiez toujours de vous connecter soit via votre téléphone ou votre ordinateur personnel. La troisième mesure à prendre pour sécuriser au maximum vos crypto-monnaies, ça va être de ne jamais utiliser une adresse email perso qui sert déjà à d'autres plateformes comme Facebook, Microsoft ou encore Adobe. Tout simplement parce que ces plateformes sont très souvent soumises à des fuites de données. Forcément, ce sont les plateformes les plus utilisées dans le monde, donc ce sont également celles qui sont les plus hackées par des pirates. Vous devez savoir qu'il y a énormément d'emails liés à des mots de passe qui fuitent sur internet sur des forums de hacking, mais aussi sur le darknet. Donc vraiment, restez très vigilant, utilisez au maximum une adresse email unique par compte crypto, ou au moins une adresse unique pour tous vos comptes crypto. Mais voilà, surtout ne jamais utiliser une adresse email perso pour vous connecter à vos comptes crypto. Alors logiquement, le quatrième conseil, ça va être d'utiliser un mot de passe complexe et différent pour chaque plateforme. Vraiment, pour chaque plateforme, c'est très important d'utiliser jamais un même mot de passe pour une plateforme parce que s'il y a une fuite de données pour une plateforme, eh bien très logiquement, il y aura la même fuite sur l'autre base de données étant donné que les hackers vont essayer de se connecter sur l'autre plateforme via votre mot de passe et votre email. Ainsi, donc, plus votre mot de passe sera long et complexe, moins les hackers auront de chances de le trouver via des robots automatisés. Sachez qu'en général, les hackers utilisent un dictionnaire automatisé qui cherche en fait tous les mots qui existent dans le dictionnaire. Ça peut prendre quelques minutes, voire plusieurs heures à trouver un mot de passe. Et du coup, plus votre mot de passe sera long et complexe, et plus de temps ils mettront à trouver votre mot de passe. On débute les actualités du vendredi avec une mise à jour sur le déménagement de Bored Ape. Mais avant, je vous rappelle qu'au début du mois, la société Yuga Labs avait été responsable de la congestion de la blockchain d'Ethereum suite à la mise en vente de terrain pour leur futur jeu Metaverse nommé Otherside. C'est-à-dire que l'engouement a été tellement fort que les frais de gaz se sont envolés pendant quelques heures et la société a même remboursé quelques jours après les frais de gaz des personnes dont les transactions ont échoué. Et suite à ces événements, la société Yuga Labs avait invité les équipes d'Ethereum à mettre à l'échelle leur blockchain le plus rapidement possible, et ils ont également demandé à leur DAO de travailler activement à la migration du projet sur une autre blockchain. Et aujourd'hui, on a des rumeurs qui nous disent que la société serait actuellement pour parler avec les blockchains Avax et Flow. Mais attention, un des cofondateurs a démenti être en discussion avec ces blockchains à ce sujet, mais du côté d'Avax, on a le cofondateur qui lui a confirmé être en pourparlers avec la DAO, mais que pour le moment il n'y avait rien de concret. Et donc pour le moment il n'y a aucune certitude que le projet migrera vers Avax ou Flow, et cela pose la question de savoir si le projet créera sa propre blockchain, ou s'ils migreront vers une blockchain plus rapide qu'Ethereum. J'ai aussi perdu, tous ceux qui ont perdu, j'ai perdu 160K. Vraiment, les gars, si vous voulez qu'on fasse un vrai sujet complet, venez me parler sur le Telegram en DM, pourquoi pas. Et je vais prendre vos feedbacks. On pourra faire évidemment des choses qui sont anonymes, mais on peut aider énormément de gens à montrer que les crypto-monnaies, c'est pas que des gens qui gagnent, mais c'est aussi des gens qui perdent. Après, il faut voir ce qu'on appelle perdre. Est-ce que c'est j'ai perdu 60K parce qu'aujourd'hui la valeur de ce que j'ai c'est 160K, ou est-ce que malheureusement je les ai vraiment perdus parce que j'ai vendu trop vite? Je suis rentré dans des scams, des machins. C'est vraiment très important. Il faut, quand on se fait scam, il faut partager les scams. Il ne faut pas en avoir honte. Quand on perd de l'argent en crypto, il ne faut surtout pas en avoir honte. Et le fait d'en parler, ça vous évite aussi de rentrer dans ces spirales infernales et d'avoir des garde-fous autour de vous qui vous disent non, essaye pas de rattraper. Ce qui est perdu est perdu. Stop. Et ça peut vraiment être important. J'arrête la crypto, gros, je passe à autre chose. Ouais, je comprends. Ouais. Et mais j'espère qu'un jour ça te fera revenir en tout cas, mais revenir avant un bull run.
Ensuite, en France, la plateforme Coinbase bientôt enregistrée en tant que PSAN, assez intéressant parce qu'ils n'avaient toujours pas le PSAN. Binance l'a obtenu, Coinbase du coup commence à l'obtenir, enfin ils l'ont obtenu. Enfin non, ils ne l'ont pas obtenu, ils vont bientôt l'avoir. Et c'est intéressant parce qu'on a de plus en plus maintenant de plateformes, de grosses plateformes comme ça qui s'en foutaient un peu de la France au niveau du PSAN et qui maintenant commencent à vouloir se réguler par rapport à ça. Alors, comme d'habitude, voici le compte-rendu de mon analyse, les points positifs et négatifs. On va commencer par les points négatifs. Donc, je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas encore de démo jouable pour tout simplement commencer à mettre un petit peu l'eau à la bouche, voir un petit peu ce que le jeu va donner, etc. On peut lire dans la tokenomique qu'il n'y aura pas de lock sur la liquidité qui sera déposée. Et je trouve ça dommage car c'est un élément qui a tendance à rassurer les investisseurs durant une ICO. On ne voit pas non plus de mention légale apparaître, tout simplement parce que l'entreprise est en cours de finalisation, et ça je pense que c'est un point par lequel ils auraient dû commencer à avoir d'abord une entreprise, des mentions légales, etc. avant de commencer à lancer la machine. Enfin, même si je trouve leur système économique très attractif, il manque pour moi quelques petits détails, comme par exemple comment ils vont utiliser les tokens Olympe qu'ils récupèrent, ou comment la supply va être gérée au niveau des Olympe G. Bref, pour moi ce sont vraiment des petits détails qui auraient pu faire toute la différence. Passons maintenant au point positif. Alors tout d'abord, ils ont une team qui a de nombreuses années d'expérience dans le domaine, et ça pour moi c'est vraiment très important. Ensuite, leur concept de jeu. Prendre un jeu à succès tel que Clash Royale et y associer une partie Play to Earn, sans oublier leur partie e-sport qui risque d'attirer énormément de monde, eh bien je pense qu'ils ont trouvé là vraiment un filon en or, et à eux maintenant de bien l'exploiter. Ils ont prévu un marketing très agressif, et ça c'est pour moi un bon point quand on voit l'objectif qu'ils cherchent à atteindre. La partie graphique est vraiment bien réussie, de belles couleurs vives, les personnages sont plutôt sympathiques, tout ça donne vraiment l'envie de jouer le plus rapidement possible au jeu. Et enfin, pour moi, le point qui m'a vraiment conquis, c'est qu'ils aient pensé à rendre ce jeu accessible à tout le monde. Leur système de prêt de cartes au travers de la marketplace qui va permettre aux personnes qui n'ont pas les moyens d'investir dans un play to earn, mais de quand même toucher des récompenses, eh bien, je trouve que ça, c'est vraiment très bien pensé et c'est une très belle option. Et enfin, pour finir, je voulais parler de OpenSea. OpenSea, donc la plateforme numéro 1 d'achat et de vente de NFT sur le réseau Ethereum, mais aussi Solana. Ils viennent de sortir un nouveau protocole pour la marketplace, donc pour pouvoir acheter et vendre des NFT. C'est un changement majeur dans le code d'OpenSea. OpenSea, c'est un code assez vieillissant. Donc là, ils sont en train vraiment de redévelopper les choses. Et cette plateforme, ça amène un certain nombre d'innovations, telles que le fait de pouvoir acheter des NFT avec l'aide d'autres NFT. Donc supposons que vous avez là l'exemple qui est donné, c'est supposons que vous avez un doodle qui coûte 40 Ethers et que vous souhaitez acheter un ape qui coûte 100 ETH, et ben vous pouvez dire je veux acheter l'ape pour 60 Ethers plus mon doodle NFT. Donc c'est plus ça apporte de nouvelles fonctionnalités, ça apporte aussi le fait de pouvoir décider d'acheter n'importe quel NFT d'une collection qui a un trait spécifique. Donc ça facilite aussi la vie pour les personnes qui veulent acheter des NFT. LooksRare, qui est une plateforme concurrente, avait apporté un certain nombre d'innovations sur le sujet, et là on voit qu'OpenSea est en train d'essayer de les rattraper. Mais même si au niveau volume, ils ont déjà rattrapé LooksRare, on va dire. LooksRare était venu en mode avec un programme en fait d'incitation au trade qui était hallucinant, qui a fait qu'il y a eu beaucoup de wash trading, donc des faux trades qui ont eu lieu, qui faisaient que le volume de LooksRare apparaissait comme énorme, mais en fait le vrai trading il était beaucoup moins élevé. Et là on a un volume beaucoup plus logique, on va dire. On a LooksRare qui reste en dessous d'OpenSea. LooksRare à 926 millions sur le mois de mai, et LooksRare et OpenSea à beaucoup plus, plus de 2 milliards de volume de trading. Donc toujours OpenSea première. Donc voilà, c'était tout pour les actualités crypto. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.